La première question, c'est est-ce que l'aluminium est un produit toxique ou pas? La réponse est clairement oui, de la part de l'ensemble du milieu scientifique. C'est tout à fait reconnu par les agences sanitaires françaises et internationales. Donc cet aluminium toxique, neurotoxique, utilisé sous forme de sel d'aluminium, est donc injecté dans les vaccins au cœur de l'organisme. La question, bien évidemment, c'est est-ce que ce produit toxique ou neurotoxique pose un problème quelconque à l'organisme? Jusqu'à il y a peu de temps, la réponse était non. Depuis 1926 que l'aluminium a été intégré dans les vaccins, il était entendu qu'il était excrété de l'organisme, qu'il était évacué de l'organisme par les reins, par l'urine, dans les 15 jours. Et les travaux de l'équipe de Gherardi et Autier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, l'unité INSERM, a montré que, contrairement à ce que l'on imaginait, les sels d'aluminium migrent vers le cerveau progressivement. Ils intègrent la circulation lymphatique, ils passent par la rate, le foie, ils atteignent le cerveau. Cette découverte absolument fondamentale des chercheurs de l'INSERM a été combattue, comme à chaque fois qu'il y a des nouveautés importantes, a été combattue par les autorités sanitaires et par l'Académie de médecine. Mais devant la qualité des travaux de cette équipe, qui est maintenant tout à fait reconnue au niveau international, l'Académie de médecine, en juin 2012, a reconnu que les sels d'aluminium neurotoxiques atteignent le cerveau. À partir de là, toute personne sensée ne peut rester indifférente. Obligatoirement, on doit se demander un produit neurotoxique qui intègre le cerveau, fût-ce en petite quantité, avec le nombre d'injections de vaccins qui va en augmentant, qu'est-ce que cela génère? Nous-mêmes, nous souffrons d'une pathologie, la myopathique à macrophage, qui atteste en particulier par les tests cognitifs qui ont été développés par le professeur Autier, qui atteste d'une lésion organique du cerveau. C'est-à-dire que certains items, sur des tests très précis mis au point, sur certains items, nous sommes au-delà du seuil de démence. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique qui démontre qu'effectivement, dans le cerveau, il y a une lésion organique. Le professeur Gherardi a démontré que l'aluminium atteignait le cerveau par les injections vaccinales. Le professeur Autier a démontré que les atteintes cognitives que nous avions attestées d'une lésion organique. On ne peut pas rester sans rien faire en disant qu'il y a cet aluminium, il y a des troubles cognitifs, et on continue comme si rien ne se passait. Donc, l'équipe de l'INSERM a demandé en particulier depuis plusieurs années à ce que leurs travaux soient financés à une hauteur suffisante pour pouvoir comprendre l'ensemble du processus de cette translocation et des effets que cela induit. Les financements ne sont jamais arrivés à ce jour. L'association, nous, qui souvent avons des revenus très diminués parce que 80% d'entre nous ne travaillent plus, certains d'entre nous n'ont plus que 475 € par mois pour vivre, par exemple. Néanmoins, tout le monde s'est mobilisé pour trouver des fonds, et à peu près chaque année, nous avons pu fournir ainsi 30 à 40 000 € à la recherche. Avec ces fonds, donc, les travaux de Gherardi et Autier ont démontré ce que je viens de dire. Sur plusieurs années, ils ont sollicité l'agence sanitaire pour qu'elle remplisse sa fonction et favorise la recherche et la compréhension de ce qui était en train de se passer. En 2010, le professeur Gherardi, par exemple, a travaillé avec 17 experts de la SAPS de façon à bâtir un projet qui corresponde à la fois aux besoins en termes scientifiques et qui corresponde aussi aux critères de l'agence sanitaire. Au final, le directeur de l'ARSAP, Jean Marimbert, a écrit un courrier très explicite en appui d'une demande de subvention à l'Agence nationale de la recherche en disant il y a très certainement une translocation, c'était en 2010, il y a très certainement une translocation de l'aluminium vers le cerveau par des injections vaccinales et il y a très certainement une prédisposition génétique qui fait que cette translocation entraîne les effets dont on a parlé. Malheureusement, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, a refusé le financement. Suite à l'affaire du Mediator, l'AFSAP est devenue ANSM. Il y a eu un changement de nom, un changement aussi d'un certain nombre de moyens de fonctionnement au niveau de l'agence sanitaire. Elle a en particulier pu bénéficier de fonds dédiés à la recherche. Elle ne les avait pas auparavant. Donc maintenant, elle peut financer la recherche sur des sujets qui lui semblent fondamentaux en termes de santé publique. On pourrait penser que la sécurité vaccinale concerne l'ensemble de la population française,
et que c'est un sujet majeur, et que quand une équipe, en plus relayée au niveau international, dit attention, il y a un problème important, on doit aller vérifier. Ceci est d'autant plus important que pendant la campagne présidentielle, nous avons questionné l'ensemble des candidats, parce que depuis plusieurs années, on intervient un peu à ce niveau-là pour que tout le monde ait bien conscience du problème qui est en train de se poser. Il y a plus de 100 parlementaires, députés, sénateurs, qui sont intervenus sur ces sujets en questionnant sur les risques pris par rapport à l'aluminium vaccinal. Questions écrites, questions orales, courrier au ministère. Le candidat Hollande s'est expressément engagé sur la question des sels d'aluminium dans les vaccins à ce que la recherche soit financée au plus vite. Parallèlement à ça, Mme Touraine, qui est l'actuelle ministre de la Santé, s'était expressément engagée à ce que un vaccin sans aluminium, DT polio, qui correspond à l'obligation vaccinale pour les enfants qui rentrent en collectivité, puisse être remis en circulation, parce qu'il a été supprimé par Sanofi avec l'acceptation de la SAPS d'une manière absolument scandaleuse, parce qu'il n'y avait aucune raison scientifique de le retirer. Madame Touraine, ministre de la Santé, s'est engagée à ce qu'il revienne et à ce que les familles aient le choix. Donc on voit bien que sur un problème de santé publique majeur, la recherche doit être financée. Le président de la République en est d'accord. Et on doit prendre un principe, par application d'un principe de précaution, on doit mettre à disposition un vaccin sans aluminium, au moins pour les enfants et tous ceux qui veulent se faire vacciner, sur une vaccination de base. Nous avons, après l'élection présidentielle, au mois de mai, sollicité un rendez-vous et rappelé nos demandes au ministère. Nous avons eu un rendez-vous le 7 septembre. Nous avons exprimé nos demandes à un membre du cabinet de Mme Touraine. Et 2 jours après, l'équipe du professeur Gherardi et Autier, qui avaient soumis leur projet au financement de l'agence sanitaire, de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, ont reçu un courrier qui était daté du 6, donc la veille de notre rendez-vous au ministère, qui refusait de financer le projet. Sur des critères vraiment fallacieux, les experts externes sollicités avaient jugé le dossier suffisamment bon pour le classer un peu en pole position. Donc il y a un engagement du président de la République et une agence sanitaire qui prend une décision opposée à l'engagement du président de la République. C'est quand même quelque chose d'assez fort. À côté de ça, le deuxième engagement que l'on avait sollicité, sur lequel s'était positionnée Mme Touraine, c'était la remise à disposition d'un DT polio sans adjuvant. Nous avons donc formulé ces demandes en mai, rencontré le ministère le 7 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et nous n'avons toujours pas de réponse. Nous avons écrit une lettre ouverte à la ministre avec le soutien d'un certain nombre de personnalités comme Michel Rivasi, comme Corinne Lepage, comme Laurence Cohen, des élus socialistes, des élus du PC, des élus du centre, de tous côtés. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons fait une conférence de presse avec des scientifiques français, israéliens, canadiens, anglais, une conférence suffisamment forte pour qu'on voit basculer, en particulier au niveau des journaux et des revues médicales, on a vu basculer l'analyse de ces journalistes. Par exemple, maintenant, dans le quotidien du médecin, on voit des articles qui ne remettent plus en cause les difficultés liées à l'adjuvant aluminique, qui ne remettent plus en cause le lien entre notre pathologie, la myofasciite à macrophage, et de l'adjuvant aluminique. Donc tout est en train de basculer. Et pourtant, au niveau du ministère, nous n'avons toujours aucune réponse. Très clairement, pour nous, la situation actuelle, c'est une démission du pouvoir politique. Les questions sanitaires ne sont plus gérées sur un plan politique, elles sont gérées sur un plan technique par l'agence du médicament, l'ANSM en particulier. L'ANSM, avant c'était la SAPS, nous avons eu régulièrement des difficultés, quand je dis nous, c'est l'ensemble des sujets qui sont liés à la sécurité vaccinale ont été appréhendés d'une manière absolument scandaleuse. L'objectif, il est très clair pour nous, je peux l'expliquer, c'est de maintenir une chape de plomb sur la question de la sécurité vaccinale, pour des raisons soit de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ou pour des raisons de peur que la population française se détourne de la vaccination. On sait très bien que de plus en plus, effectivement, la population s'en éloigne. Le traitement de la grippe H1N1 n'a certainement pas amélioré le sujet, mais la question de la sécurité avec les sels d'aluminium est maintenant très présente dans les médias, et il est
stupide de penser que, en maintenant l'omerta sur le sujet, les personnes vont revenir vers la vaccination comme par enchantement. C'est au contraire par la plus grande des transparences que les choses peuvent se régler et que les gens pourront se faire vacciner si effectivement tel est leur souhait. Donc, en mai 2004, l'agence sanitaire, qui était la SAP, son conseil scientifique, a pris un avis qui a verrouillé tout le système et qui a été qualifié par Gérard Bapt, qui était alors le président de la mission d'information sur le Mediator de l'Assemblée nationale. Il a pris notre dossier, il l'a brandi devant Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, et il l'a qualifié de pourri de conflit d'intérêts. C'est très clair. En juin 2008, Sanofi a supprimé le vaccin d'été polio sans aluminium. L'agence sanitaire a laissé faire. Il y a des soi-disant augmentations d'effets indésirables graves présentées par Sanofi ont été analysées par l'AFSA, par l'agence sanitaire, comme n'existant pas. Et les raisons qui ont fait suspendre ce vaccin qui était nécessaire à une très grande population, 900 000 doses par mois, c'est pas bénin, quoi, c'est pas un groupuscule qui le demande. Ça correspondait à un vrai besoin. Donc l'agence sanitaire a laissé faire, très très clairement. Le dossier est entre les mains du ministère qui pour l'instant n'en fait rien. Un aparté, cette histoire-là, c'est quelques millions d'euros de plus pour la Sécu. Quand on passe du DT polio sans aluminium au Revaxis, qui est la même 3 valences, diphtérie, tétanos, polio, mais avec aluminium, la simple différence de coût, c'est 4 millions d'euros pour la Sécu, avec les 900 000 doses par an, ou 1 million de doses. Si le transfert s'est fait du DT polio sans aluminium vers des vaccins qui ont 4, 5, 6 possibilités de valence, donc diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite, etc., on peut passer à 45 ou 50 millions d'euros de déficit supplémentaire pour des personnes qui ne l'ont pas demandé, qui étaient très contentes d'avoir un DT polio, qui convenait très bien parce qu'il est utilisé depuis des dizaines d'années. Je pourrais entrer dans le détail qui vraiment... Il y a beaucoup de preuves sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de retirer le DT polio. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que par rapport à la demande de financement que le professeur Gherardi et Autier ont déposé auprès de la NSM, le refus n'est absolument pas motivé sur un plan scientifique. Ce qui me paraît particulièrement surprenant, c'est que les décisions sanitaires sont effectivement prises par cette agence, mais s'il y a un défaut dans l'approche par cette agence, dans l'approche de la problématique, le pouvoir politique n'intervient plus. Il a délégué sa mission de service public à une agence qui, effectivement, fait à peu près ce qu'elle veut. Donc c'est particulièrement choquant. Malgré les engagements qui ont été pris quand même sur un plan politique, comme je le disais, par M. Hollande et par Mme Touraine, nous n'avons pas de réponse à nos demandes. Nous avons averti depuis très longtemps que nous irions jusqu'au bout parce que c'est la santé. Nous en sommes persuadés, et là aussi ça nécessiterait un développement plus important, mais ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont en jeu. Une des dernières publications scientifiques émane du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui est une des plus grandes universités américaines sur le plan scientifique. Une publication vient de sortir qui dit que la probabilité du lien entre l'aluminium des vaccins et l'autisme est extrêmement importante. Elle dit aussi que la probabilité du lien entre l'aluminium des vaccins et un certain nombre de symptômes sous forme de douleur, d'épuisement, comme nous pouvons le connaître, et de troubles cognitifs et de mort, le lien de probabilité est extrêmement important. C'est une publication du MIT. Un autre aspect tout à fait différent qui, comme ça, peut paraître assez surréaliste, mais qui, pourtant, est extrêmement important, c'est que Sanofi, donc qui est un des grands fabricants de vaccins, qui fabrique aussi, qui a une filiale pour des produits vétérinaires. Dans ces produits vétérinaires, il y a des vaccins. Dans les vaccins, il y a de l'aluminium. Et l'aluminium, chez les chats, comme chez les êtres humains, c'est problématique. Eh bien, Sanofi, Merial, sa filiale, a trouvé une solution puisque ces vaccins, pour chats, maintenant, sont sans aluminium. Donc, si vous regardez tous les éléments, quelqu'un de sensé ne peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Donc,
le financement de l'équipe de Gherardi, qui est à la pointe au niveau mondial, le retour d'un vaccin sans aluminium pour que les familles aient le choix, c'est indispensable tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant, parce que ce sont des dizaines de milliers de victimes. Si on parle autisme, si on parle, puisque c'est le cas dans la publication du MIT, des scléroses en plaques post-vaccinales, des scléroses latérales amyotrophiques post-vaccinales, du syndrome de fatigue chronique qui pour une part est inexpliqué, donc pour une part pourrait être lié à l'aluminium, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Donc chaque jour, on ne sait pas combien de personnes peuvent être, je ne sais pas, est-ce que c'est 10, 100 000, 10 000, aucune idée. La recherche doit être financée pour qu'on comprenne un peu tout ça. Donc nous, on ne peut pas supporter, sachant tout ce que l'on sait, que la chape de plomb se referme et qu'on dise on n'en parlera plus, en tout cas pour les quelques années qui viennent. Parce qu'on peut penser que d'ici 4 ou 5 ans, des développements scientifiques vont permettre qu'il n'y ait plus d'aluminium. On va mettre un autre adjuvant qui aura éventuellement coûté très cher en termes de développement. Et tout le monde participera au financement, nous à travers de la Sécu, etc. Alors que, juste parenthèse, il existe une alternative, le phosphate de calcium, qui a été utilisé par l'Institut Pasteur. Donc l'Institut Pasteur qui a viré de tous ces vaccins de 1972 à 1986, a viré l'aluminium du fait des risques qu'il présentait. Développement d'allergies, et on commençait à parler des effets délétères, des effets secondaires délétères. Il y a des alternatives. On ne peut pas rester sans rien faire. On a sollicité le ministère depuis longtemps. Il s'est engagé, autant M. Hollande que Mme Touraine. Donc nous allons jusqu'au bout. Parce que aussi, on parle de dizaines de milliers de victimes, dont des enfants, c'est insupportable. Vous savez, quand on reçoit des coups de téléphone au niveau de l'association, de jeunes filles, par exemple, après le garde d'asile, qui se retrouvent, devoir arrêter toutes leurs études, demander une allocation adulte handicapé, vivre avec 750 € par mois, c'est insupportable. Et bien évidemment aussi, nous avons, nous, des enfants et des petits-enfants, qui sont dans ce cas-là, qui ne peuvent plus être vaccinés, ou s'ils sont vaccinés, ils prennent un risque important. Donc, pour nous, il n'est pas question de nous arrêter. On va jusqu'au bout, on l'a décidé. Nous avons un groupe de personnes très motivées, très décidées dans l'association, a décidé de se mettre en grève de la faim. 2 d'entre nous, 2 femmes, 2 mères de famille, Domiti et Gwenola, sont aujourd'hui au 17e jour de grève de la faim. En 17 jours, nous n'avons pas été reçus par qui que ce soit au niveau du ministère. On a été reçus avant, quand on a averti qu'on allait commencer la grève. Depuis, il n'y a plus de nouvelles. Un certain nombre d'élus qui se sont toujours engagés de nos côtés, à nos côtés, on n'entend plus parler. D'autres s'engagent très fortement à nos côtés, et heureusement. Mais ce problème de démocratie sanitaire, on ne peut pas le laisser de côté, c'est pas possible, quoi. Donc, nous sommes là, nous sommes en grève de la faim, nos 2 amies sont au 17e jour, elles pourraient s'arrêter très bientôt parce que le risque de santé maintenant devient important, quand on est malade en particulier. Donc nous sommes 3, et j'en fais partie, à avoir décidé maintenant d'aller devant le ministère, puisque le ministère ne se déplace pas et ne fait pas les démarches. Donc nous sommes devant le ministère depuis hier après-midi, nous sommes en grève de la faim, il fait froid, c'est pas facile, mais on est là. Voilà. Et si les gens intègrent tout ce qui est en train de se passer, si les gens réveillent un peu leur conscience, eh bien, il faut qu'ils se disent que ça les concerne, ça concerne leurs enfants, leurs petits-enfants, sinon non pas, ça concerne leur famille, ça concerne tout le monde, et tout le monde devrait être là, avec nous. Voilà.